Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, début des consultations proprement dites avec les regroupements politiques en vue de la formation du gouvernement. Les leaders des différents regroupements ont été reçus par la première ministre Souminois ce lundi 15 avril 2024. Et puis à l'international, l'Union générale des travailleurs des industries alimentaires égyptiennes est en voie de rendre publique une stratégie pour permettre à l'Égypte d'économiser des devises fortes. Une initiative qui intervient après que le secteur de l'industrie alimentaire a connu une hausse de 5,1 milliards de dollars en 2023 contre 4,5 milliards de dollars en 2022. Voilà, c'était là les titres de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai annoncé en titre, après les pré-consultations avec les présidiums de l'Union sacrée pour la nation, la première ministre Judith Souminois a entamé depuis le samedi dernier les consultations proprement dites avec les délégations des regroupements politiques. Le but de ces consultations est la formation du gouvernement. Ce lundi 15 avril, toutes les grosses figures de l'Union sacrée pour la nation, Vital Kamerhe, Modeste Bahati et Jean-Pierre Bemba, ont été reçus par la chef du gouvernement qui a beaucoup insisté sur le critère de compétence et la réduction du train de vie des institutions. Jojo Moulamba, Fiston Oleko et Stanis Tamba. C'est à l'hôtel du gouvernement que se déroulent ces consultations présidées par la première ministre Judith Souminois. L'objectif de ces consultations est de mettre en place, dans un délai relativement court, le tout premier gouvernement du deuxième mandat du président Tshisekedi. Les premiers à être reçus, c'est la délégation du regroupement Action des Alliés et UNC qui s'est dit d'accord avec les critères définis par la successeur de Jean-Michel Samalou Kondé. La formation du gouvernement, c'est une gymnastique arithmétique, mais qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, de compétences, de probité morale, de représentation géopolitique, des critères hommes-femmes. Et tout ce que nous voulons aussi, c'est que nous soyons les premiers à amener effectivement la diminution du train de vie des politiciens ou des autorités de l'État. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage de pouvoir, mais des responsabilités. Après les regroupements AA et UNC, c'était au tour des Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba et leur délégation d'être reçus par la première ministre Souminois. Le regroupement AFDCA s'est dit être prêt pour démarrer le travail et le MLC a pour sa part soutenu les critères indiqués par la chef du gouvernement. Nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué et la première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. On n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée et ayant aussi des députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Voilà dans l'ensemble. Ces consultations qui ont débuté le samedi dernier vont prendre fin le 19 avril prochain.
Et puis la course à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'a pas encore livré toutes ses révélations, mais ce que l'on sait déjà en ce qui concerne des ambitions, et cela n'est un secret pour personne, deux noms sortent du lot et leurs affidés s'entre-déchirent au sein de l'Union sacrée de la nation. Christophe Mbosso de CDR et Vital Kamerhe de l'UNC, parce que c'est d'eux qu'il s'agit et ils sont tous membres du présidium de cette union sacrée de la nation, la grande famille politique du président de la République. Suivez. La bataille entre ces grands noms de la mouvance présidentielle constitue une forme de guerre à distance pour briguer un mandat à la tête de l'Assemblée nationale, une institution stratégique pour ce deuxième mandat du président de la République. Sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels, cette guerre est déjà ouverte. Le camp Christophe Mbosso se targue du rôle que leur leader a joué lors de la mandature précédente dans le sens de défendre le régime au pouvoir. Pour les partisans de la CDR, il n'est pas question de céder le perchoir à celui qui, selon eux, nourrit les ambitions présidentielles pour les échéances électorales de 2028. Pour sa part, le camp de Vital Kamerhe ne s'en cache pas. Il est clairement établi que leur leader veut briguer un nouveau mandat à la tête de l'Assemblée nationale, un poste qu'il a déjà occupé pendant le premier mandat électif de Joseph Kabila. Ainsi, le président de l'UNC ferait de tout son possible pour arracher ce fauteuil, revendiquant ainsi sa position de deuxième force politique au sein de la Chambre basse du Parlement. Par-delà cette guerre de caïman de l'arène politique congolaise, Christophe Mbosso et Vital Kamerhe, rien n'est décidé au sein de l'Union sacrée de la nation. Ce qui fait que le chef de l'État, à qui toutes les parties prenantes reconnaissent le pouvoir de décider, a du pain sur la planche afin d'opérer le choix entre les deux caciques. Certaines indiscrétions laissent croire que c'est cette guerre qui retarde l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'une des conditions pour l'investiture du nouveau gouvernement, dont la date reste inconnue même par le président du bureau provisoire. Ces élections sont le seul point à l'ordre du jour à ne pas être épuisé pour la session extraordinaire ouverte depuis janvier 2024 au sein de l'Assemblée nationale. Prenons cette information en bref. La Cour constitutionnelle a, dans son audience publique de ce lundi 15 avril, examiné 134 requêtes portant correction d'erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans le cadre des contentieux électoraux. Le 12 mars dernier, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a annoncé de rendre la décision définitive ce jeudi 18 avril 2024. Pour rappel, 46 affaires seulement sur 1123 enrôlés ont été déclarés recevables et fondés, et plusieurs candidats proclamés par la CENI ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Et puis le phénomène Kuluna devrait définitivement disparaître de la société congolaise. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi. Il a pour cela demandé aux officiers de la police d'user de leurs pouvoirs et moyens légaux à leur disposition. Ce week-end, le vice-premier ministre Peter Kazadi a lancé une opération de dissuasion des bandits par une caravane de la police. Patrick Ilunga pour les détails. Des cortèges d'engins de la police transportant les cadres et agents de la police nationale congolaise dans la capitale. C'est la caravane de dissuasion qui vise à décourager les bandits appelés Kuluna d'opérer. Cette initiative avait aussi pour objectif de rappeler à la police qu'elle se doit de remplir sa mission régalienne. Peter Kazadi le dit tout en rappelant le contexte actuellement en République démocratique du Congo. Police nationale congolaise. Boka ezali menacé. L'ennemi étranger, les Rwandais, bazo occupé mabele na biso une partie de nos terres. Et souki kunate, bande kona biso mususu ba Congolais, bazali kosala trouble na kata mboka. Bazali ko troubler quiétude ya ba Congolais. Alors que bino bozali. Nous avons un devoir non seulement de préserver le territoire nabiso, nous avons un devoir de sécuriser la population na biloko na bango. Munguna azobunisa biso na est, na interne bandeko mususu batomboki,
o babengi bakuluna bazali kotia kimia te. Alors que bino bozali biso société congolaise topesi bino makoki tolobi bozali bingambe na biso bobundela biso bo sécuriser biso tozui na moyen de contrainte bozana yango na maboko topesi bino. Au-delà des autorités de la police et du vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est le président de la République lui-même qui s'investit pour venir à bout du banditisme urbain. Nalobi trop c'est trop. Mokonzi mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboka ote. Toute personne qui prive les Congolais de la paix doit être arrêtée, peu importe qui il est ou de quelle famille il appartient, a souligné Peter Kazadi. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a ajouté que malgré une détermination à en finir avec le Kuluna, toutes les opérations respecteront les droits de l'homme. Parlons de violence conjugale dans ce journal. Il n'existe pas de loi spécifique qui reprime les violences conjugales faites à la femme, mais à la lecture du Code pénal congolais, livre 2e, il est mentionné que tous les actes atteints à l'intégrité physique de la femme sur le plan conjugal tombent sur le coup des infractions de droit commun. S'est exprimé Maître Getano Kaninda au téléphone de Rositieu. La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple s'inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. Elle s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social, voire aller jusqu'à la mort. De nombreuses femmes en sont victimes. Selon l'ONU Femmes, les violences conjugales et intrafamiliales représentent tous les actes de violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques et administratives qui surviennent au sein de la famille ou du foyer. Il s'agit de l'une des formes de violence le plus couramment subies par les femmes. Dans le monde, une femme sur 3 a été victime de violences physiques ou sexuelles, le plus souvent par des partenaires intimes. Lorsqu'on prend en compte les harcèlements sexuels, ce chiffre est encore plus élevé. Près de 3 femmes tuées sur 5 en 2017 suite à des violences infligées par leur partenaire ou par un membre de leur famille. C'est une situation qui devient très préoccupante. Vous devez savoir qu'il n'existe pas une loi spécifique ou une disposition particulière qui réprime les violences conjugales faites à la femme. Mais à la lecture du Code pénal congolais, livre 2e, vous devez retenir que tous les actes d'atteinte à l'intégrité physique de la femme sur le temps conjugal tombent sur le coup des infractions de droit commun, notamment nous avons le coups et blessures lorsque le mari parvient à tabasser sa femme à chaque fois, il tombe sur le coup de coups et blessures. Et cette dernière peut toujours saisir les instances judiciaires pour obtenir réparation. Lorsque le mari parvient à forcer sa femme légitime à obtenir le rapport sexuel, il tombe sur le coup de viol, l'infraction de viol, parce que même une femme mariée a le droit de refuser les rapports sexuels, ou il a le droit de refuser les rapports sexuels, tout comme il a le droit aussi de donner son accord. Dès lors que le mari obtient le rapport sexuel sans qu'il y ait au préalable le consentement de sa femme, il y a violence et cette dernière a l'obligation de saisir les instances judiciaire. Il serait préférable que la justice congolaise prenne des mesures plus rigoureuses afin d'épargner certaines femmes qui en sont victimes actuellement. Tenkefu Gourmet Mining, une joint venture entre le groupe KMOK et la JICAMINE, est heureux d'annoncer que pour l'exercice 2023, il a produit plus de tonnes de cathodes de cuivre et de cobalt métal sous forme d'hydroxyde de cobalt. Comparativement à l'année 2022, la société a aussi réalisé des investissements importants dans le domaine du développement communautaire. Des plus amples détails avec Dieudonné Bonali.
Tenke Fungurume Mining est heureux d'annoncer que pour l'exercice 2023, il a produit 280 297 tonnes de cathodes de cuivre contre 254 286 tonnes pour 2022 et 21 592 tonnes de cobalt métal sous forme d'hydroxyde de cobalt contre 20 621 tonnes pour 2022. Pour la même période, la société a versé un montant net d'environ 1,123 milliard 72 dollars américains contre 987 35 000 dollars américains en glissement annuel au titre d'impôts et autres paiements connexes au trésor public et à d'autres services administratifs publics de la République démocratique du Congo. Depuis le démarrage du projet en 2006, ces paiements ont atteint un montant total d'environ 5,891 milliards de dollars. La société a aussi réalisé des investissements importants dans les domaines du développement communautaire. En effet, depuis 2006, TFM a financé pour un total de 284 millions de dollars des projets communautaires, dont 19 millions en 2023. En outre, TFM alloue 0,3% de son chiffre d'affaires à la dotation TFM, anciennement Fonds social communautaire. Depuis le lancement de la production, les contributions à ces fonds s'élèvent à 63 millions de dollars américains, dont 9,77 millions en 2023. Sous un soleil de plomb, la commune UP de la Gombe, dans la ville de Kinshasa, a célébré l'inauguration de son tout nouveau et premier marché dédié aux produits maraîchers. La cérémonie s'est déroulée le lundi 15 avril 2024 dans l'enceinte même du ministère de l'Agriculture, située sur le boulevard du 30 juin, devant les autorités, dont les ministres de l'Agriculture, un parterre d'invités ainsi que des nombreux curieux désireux de découvrir ces lieux uniques qui offre des produits frais et de qualité. Un reportage de Don Omat et Giscard Tamba. Les étals colorés, regorgés de fruits et légumes cultivés localement, tels que le pastèque, le fait de manioc ou de patates douces, le gombo, pour n'en citer que ceux-là. Le marché dénommé Assiette du Peuple vient en effet redonner droit de citer aux produits locaux dans la commune de la Gombe. Cette partie de Kinshasa, réputée comme flamboyante et des affaires, mais où les produits locaux sont presque invisibles. À en croire de nombreuses personnes rencontrées sur le lieu, ces marchés contribuera d'une part à booster la production locale et devra permettre d'autre part à la fois aux maraîchères de vendre dans des conditions hygiéniques et de mieux conserver les invendus grâce à la présence d'une chambre froide. D'habitude, nous, les maraîchers et les agricultrices, nous souffrons. Nous n'avons pas un marché pour qu'on puisse vendre nos produits. Comme le ministère de l'Agriculture a créé ces marchés, c'est une bonne chose. D'abord, c'est un sentiment de joie, puisque c'est le souci du gouvernement d'essayer d'approcher le producteur au consommateur. Donc ça, c'est pour essayer un peu de valoriser la profession et augmenter un peu les revenus du producteur qui est le paysan. Dans son discours d'inauguration, José Panda, ministre de l'Agriculture, a mis l'accent sur l'importance de promouvoir une alimentation saine et locale. Aussi a-t-il souligné la nécessité pour la RDC de développer les secteurs agricoles pour ainsi diminuer les dépenses en importation de produits alimentaires qui se chiffrent à 4 milliards l'an. Ce n'est qu'un début. Il faudrait que tout le monde s'y mette. L'administration, soyez plus proactif, plus créatrice pour qu'on arrive à réaliser la vision de notre pays qui doit nourrir les restes du monde entier. Profitant de cette cérémonie, José Mpanda a également remis symboliquement un tracteur sur les 700 Corées acquis sur fonds propres son ministère au responsable du service national des motorisations agricoles pour démontrer la détermination du gouvernement pour mettre sur pied le marché Assiette du Peuple. Le gouvernement s'est appuyé sur la FAO et sur l'expertise d'un jeune à la tête d'une entreprise de construction.
Et en sport, le tout-puissant Mazembe s'est imposé sur la marque de 2-1 face à l'ASV Club au stade de Martyrs ce dimanche 14 avril 2024. Cette rencontre comptée pour la 7e et dernière journée de la phase allée des playoffs du championnat national de football. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le tout-puissant Mazembe continue sur sa lancée en play-off. Le Corbeau se sont débarrassés de l'ASV Club dans le classique congolais 2-1 grâce à un doublé de Phili Traoré. Mazembe, qui est entré au plancher dans le Classico et sa domination sera vite récompensée. Sur une excellente passe de Glody Likonza, Oscar Kabouite est fauché dans la surface de réparation par le gardien Farid Ouedraogo. Penalty pour le Corbeau et Phili Traoré s'en est chargé pour battre en contre-pied le gardien adverse à la 18e minute de jeu. En début de seconde période, avec le presse, le Corbeau s'en trouvait la faille. Les hommes du coach sénégalais vont corser l'addition grâce à Phili Traoré à la 70e minute, héritant d'un bon centre de Philippe Kinzumbi. Les hommes d'Abdelsan Wadou vont réduire le score dans les derniers instants du match par le truchement de Kika Bouchiri après un centre d'Eli Ponzou à la 93e minute. À la fin de cette rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés en ces termes. Les deux équipes ont affiché un visage très intéressant, en tout cas sur la première mi-temps, et beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse dans le jeu, et on avait à cœur de ramener des points, en tout cas sur ce match. On a poussé, et on prend un but contre le cours du jeu, ce qui nous a pas coupé quand même les jambes, puisqu'on est revenu en deuxième mi-temps avec encore l'envie d'égaliser. Eu un bon match. Parce que c'était équilibré au début. Ils se sont créés quand même quelques situations. Je pense qu'on a été solide malgré tout. Réellement, on a eu la chance d'ouvrir le score. Après, c'était beaucoup plus facile, disons. Défaite logique donc pour l'ASV Club qui enregistre son premier revers dans ses playoffs et qui stagne à la 4e position avec 10 points. Les Badiangwena récupèrent la première place avec désormais 18 points. Allons à présent au-delà de nos frontières, faisons place à la page internationale. Afin de permettre à l'Égypte d'économiser des devises fortes, sachant que les pays importateurs d'aliments manufacturés, sachant que les pays arabes sont en tête des listes des pays importateurs d'aliments manufacturés, l'Union générale des travailleurs des industries alimentaires égyptiennes est en voie de rendre publique une stratégie en faveur de cette ambition. Cette initiative est par ailleurs annoncée alors que le secteur de l'industrie alimentaire a pu atteindre 5,1 milliard de dollars au cours de l'année 2023 contre environ 4,5 milliards de dollars en 2022 malgré le fardeau économique. Edouard Funda au commentaire. Pour augmenter les exportations alimentaires égyptiennes à 100 milliards de dollars par an, l'Union générale des travailleurs des industries alimentaires, dirigée par Khaled Eich, vice-président du syndicat des travailleurs et membre du Sénat, a achevé la préparation de la première version d'une stratégie en faveur de cette augmentation. Cette initiative est par ailleurs annoncée alors que le secteur de l'industrie alimentaire a pu atteindre 5,1 milliards de dollars au cours de l'année 2023 contre environ 4,5 milliards de dollars en 2022, malgré le fardeau économique. Pour le cas d'espèce, les exportations de fruits égyptiennes vers l'Union européenne ont atteint en 2023 leur niveau le plus élevé depuis au moins 3 ans. Selon EAST Fruits, les exportateurs égyptiens de fruits frais visant le marché de l'Union européenne ont presque doublé leur volume d'exportation, atteignant pour la première fois plus d'un demi-million de tonnes. Les plus notables étaient des mandarines, 21 000 tonnes, les citrons, 7 600 tonnes, la mangue et la goyave, 3 000 tonnes, les fraises,
fraises 2500 tonnes, les pastèques 1400 tonnes et le pomelo 1200 tonnes. Selon les autorités égyptiennes, une fois cet exploit atteint, cela permettra d'économiser des devises fortes, sachant que les pays arabes sont en tête des listes des pays importateurs d'aliments manufacturés égyptiens au cours de l'année 2023 avec une valeur de 2,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de 54% des exportations alimentaires totales, en particulier le Soudan qui occupe la première place parmi les importateurs. Et puis dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le président de la République du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, en visite de travail en Côte d'Ivoire, apprécie les avancées économiques, sociales et infrastructurelles du pays d'Afrique de l'Ouest qui pour lui représente un modèle à suivre. Suivez. Pour répondre aux défis de développement économique, social auxquels le Gabon est confronté, notamment la crise énergétique, les autorités de la transition misent sur la coopération Sud-Sud. Le général Brice Oligui Nguema, en visite de travail en Côte d'Ivoire, est allé s'enquérir du fonctionnement de la centrale thermique d'Azito, située à Abidjan, qui produit plus de 710 MW, soit près de 27% de la capacité totale de production électrique de la Côte d'Ivoire. Avec 2907 MW de puissance installée fin 2023, la Côte d'Ivoire produit de l'énergie pour sa population et ses industries et exporte également de l'électricité vers 7 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Ghana, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le fait de venir ici sur cette centrale et regarder, c'est un modèle qui nous inspire. Parce que je me dis que la coopération, on peut l'avoir entre nous, cette coopération Sud-Sud. Et mon grand frère, le président Ouattara, a promis m'accompagner dans ce domaine. Donc il est tout à fait naturel pour nous de venir jusqu'ici et de regarder ce qu'on peut faire ensemble pour le bien de nos populations, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Nous sommes tous des peuples africains et ce modèle nous inspire en vue de corriger le manque d'énergie et d'électricité que nous avons à Libreville et pratiquement dans toutes nos villes. Reconnaissant du bon traitement des communautés gabonaises établies en Côte d'Ivoire et l'importance du rôle joué par la diaspora dans la relance du processus de reconstruction, de réhabilitation et de croissance économique au Gabon, le président de la transition invite les communautés gabonaises établies à l'extérieur à mettre leur expertise au profit du développement du Gabon. Je suis fier de cette communauté gabonaise en Côte d'Ivoire. J'ai lu plusieurs fiches de renseignements qui m'ont été adressées. Je n'ai parcouru que du bien. Avec le président Ouattara, nous avons échangé en toute liberté. De savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, les Gabonais se portent bien et qu'à Libreville, les Ivoiriens également se portent bien et qu'ils se sentent chez eux. Je demande à beaucoup de Gabonais qui ne font rien à l'étranger de rentrer chez eux. Je demande également à cette diaspora qui a de l'expérience de rentrer. Selon les dernières données de la Banque africaine de développement, les perspectives économiques du Gabon seraient favorables en raison de la forte demande pour les produits exportés, notamment le pétrole, manganèse, bois, huile de palme et de la poursuite des réformes économiques. La croissance du pays d'Afrique centrale devrait se situer à 2,7% en 2023 et 2,8% en 2024. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Vous l'avez suivi, début des consultations proprement dites avec les regroupements politiques en vue de la formation du gouvernement. Les leaders des différents regroupements ont été reçus par la première ministre souminoise ce lundi 15 avril 2024. Et à l'international, l'Union générale des travailleurs des industries alimentaires égyptiennes est en voie de rendre publique une stratégie pour permettre à l'Égypte d'économiser des devises fortes. Une initiative qui intervient après que le secteur de l'industrie alimentaire a connu une hausse de 5,1 milliards de dollars en 2023 contre 4,5 milliards de dollars en 2022.
Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.